En fait, je suis très heureux de ce travail de mise en ordre systématique de la mémoire qui m'a permis de revenir sur les événements de mai 68 à Louvain et de vous en présenter en tout cas un schéma relativement substantiel puisque, emporté par mon élan, j'ai fait une version longue mais qui n'est pas possible de présenter dans la demi-heure que j'ai maintenant si vous voulez. Mais donc, éventuellement, lors des débats, on pourra revenir sur l'un ou l'autre point, si ça vous semble important. En fait, 1968 à Louvain est marqué par une double problématique. D'une part, comme dans d'autres contextes universitaires, une crise culturelle et politique qui est liée aux transformations, à la modernisation de l'université, si l'on veut, aux formes que prendra son futur. Et d'autre part, dans le contexte singulier de Louvain, la question du transfert de ce qui était alors la section française de l'université. Lorsque l'option du déménagement contraint de la section française fut prise, l'université s'est alors engagée dans un double effort, d'une part l'organisation matérielle du transfert et d'un autre côté un réaménagement ou une réforme de ces structures qui n'aura cependant, comme on le verra, que d'effets à moyen terme. Alors, dans les années 60, on l'a brièvement rappelé tout à l'heure, l'université est à l'agenda politique de nombreux pays. En Europe, les universités vivent la fin du passage des universités traditionnelles que ne sont déjà plus vers les universités de la science et de la recherche que ne sont pas encore ou que ne sont encore qu'en partie. Et ce qu'on pourrait appeler la pression sur la modernisation des universités va prendre deux formes. D'une part, la modification de dispositifs pédagogiques destinés à rencontrer les problèmes nés de l'afflux massif des étudiants qui s'amorcent pendant ces années, c'est la grande massification, et d'autre part, un investissement soutenu dans la recherche scientifique, amorcé quelques décennies plus haut par les universités américaines. Et en Belgique, ces questions se formulent, en tout cas politiquement, à travers le thème de l'expansion universitaire, qui sera traité par diverses législations, entre 1965 et 1971, 65, la célèbre loi Jeanne sur l'expansion universitaire. Alors les législations linguistiques de 62 et de 66 n'avaient pas apporté de réponse à la question du maintien à Louvain de la section française de l'université unitaire. Cette question ouverte depuis la fin des années 50 constituait un point d'appui très important des revendications du mouvement flamand. Et en 68, la contestation linguistique se double pour une partie du mouvement étudiant flamand d'une forte critique sociale, la présence à Louvain d'une université francophone et de son personnel étant considérée comme un facteur d'embourgeoisement de la ville. En réalité, l'autonomisation des deux sections françaises et néerlandophones de l'université s'amorce dès 1962 par la division linguistique des facultés. Mais en octobre 1966, l'université est pratiquement dédoublée et les deux sections fonctionnent en parallèle. Chaque section dispose de son exécutif, de son législatif. Donc, le législatif est un conseil académique, l'exécutif est un groupe autour non pas d'un recteur, mais d'un pro-recteur à l'époque assisté d'un conseiller scientifique et surtout d'un administrateur général qui acquérera un poids de plus en plus important puisque c'est lui qui prépare déjà à l'époque les discrets scénarios de transfert au cas où cette opération s'avérerait nécessaire. Il s'agit de Michel Watrin. Mais les deux sections ont en commun un pouvoir organisateur composé à l'époque des évêques et un conseil d'administration, en réalité les évêques plus quelques conseillers financiers. Mais ce conseil d'administration est absolument surchargé par le contentieux qui s'élabore progressivement entre les deux sections et s'avère de fait très largement paralysé, si l'on veut. C'est ainsi qu'en janvier 1968, le conseil académique, autrement dit le Parlement de la section française, va rendre public son plan d'expansion, ou plan d'expansion de la section française. Alors, le conseil académique a un poids très important, un poids politique important, puisque le conseil d'administration se révèle largement incapable ou paralysé, si vous voulez. Et pour l'essentiel, le Conseil estime qu'une section française complète doit être maintenue à Louvain et y disposer des moyens de son développement.
que par ailleurs la faculté de médecine, là c'était pour des raisons plus techniques et ses compléments doivent être implantés à Woluwe-Saint-Lambert, et des candidatures de type nouveau, et certains centres de recherche pourraient être implantés à Ottignies. C'est une possibilité ouverte par la loi de 1965. Alors évidemment, quand on voit les choses avec le recul, on se dit que la véritable portée de ce programme de développement de la section française était évidemment parfaitement ambiguë. S'agissait-il d'une position de fond ou d'une tactique visant à se positionner dans une position favorable pour une négociation politique? Alors, la suite des événements démontrera que c'est probablement la position tactique qui avait prévalu, même si le conseil académique avait rappelé sa préférence de principe pour le maintien à Louvain, ce qui était d'ailleurs le choix de la très grande majorité des professeurs. Mais les réactions à cette déclaration ne se font pas attendre. Les étudiants flamands de l'université entrent immédiatement en grève. Les professeurs de la section néerlandophone les suivent pendant une semaine et les désordres se multiplient à Louvain, comme dans une moindre mesure dans certaines autres villes du nord du pays. La presse flamande s'enflamme et dénonce vigoureusement l'attitude des autorités universitaires francophones. Sur cette question, le pouvoir organisateur, c'est-à-dire les évêques, se divise et s'avère incapable de définir une position commune. Et cette impasse amorcera d'ailleurs de manière irréversible le déclin des évêques de l'autorité des évêques sur l'université. Celle-ci ne sera bientôt plus que symbolique pour disparaître tout à fait à la fin des années 90, au début des années 2000. Mais la crise a des prolongements directs, on y a fait allusion tout à l'heure, dans le monde politique. La division du CVP-PSC, le Parti démocrate chrétien, si l'on veut, jusque-là unitaire, sur la question de Louvain, va précipiter la chute du gouvernement Van den Bundens de Klerk. Et le 31 mars sont organisées des élections législatives qui voient le succès des partis prônant le transfert en Wallonie de la section française de l'université de Louvain. Alors en juin, dans sa déclaration gouvernementale, le nouveau gouvernement, présidé par M. Eyskens et Merlot, va demander à la section française de préparer un plan de transfert pour le 15 septembre 1968. Alors le langage est choisi. Il est demandé à la section française de l'université de Louvain d'implanter, alors je cite, des unités pédagogiques entières dans des sites nouveaux et choisis par elle, dans le cadre d'un programme établi par elle, dans la mesure où les moyens financiers sont assurés et garantis. Fin de citation. Traduction, la section française sera transférée dans la zone autorisée par la loi d'expansion universitaire de 65, le canton d'Ouavre et Woluwe-Saint-Lambert pour ce qui concerne la médecine. Et les moyens du déménagement devraient lui être assurés. Alors en juillet, des représentants des deux sections françaises et néerlandophones de l'université élaborent difficilement un accord sur le transfert. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va discuter du partage du patrimoine, ça se fera qu'en 70. Et finalement, un programme en 6 ans est arrêté. Et la section française confirme son option pour la création d'un milieu urbain destiné à l'accueillir. En fait, c'est la mise en œuvre d'un scénario qui était préparé depuis un certain temps. Et le coût du transfert est estimé à 17 milliards de francs belges de l'époque. Et grosso modo, ce sera effectivement ce budget-là qui sera réalisé. Alors pendant cette période, les autorités traditionnelles de l'université unitaire sont complètement hors circuit et on assiste à la montée en puissance dans chaque section, néerlandophone comme francophone, de nouveaux acteurs qui tentent de maîtriser et d'organiser le processus pour ce qui concerne leur zone de responsabilité, si vous voulez. C'est l'apparition en force de Piet de Sommer, par exemple, dans la KEL, et essentiellement du tandem Ouattara-Massot, et surtout de nouveaux personnages comme André Olef, Jean Allais ou Jean Godot, qui proviennent de divers lieux de la démocratie chrétienne, qui vont assurer le processus à Louvain. Alors, entre les élections du 31 mars et la mise sur pied du gouvernement en 17 juin, le mouvement de mai a éclaté en France avec des répercussions immédiates dans le monde universitaire belge comme ailleurs en Europe. Alors, chose surprenante, quoique pas tellement paradoxale quand on voit les choses avec le recul, compte tenu précisément de la problématique du Wallenbuiten qui dominait l'ambiance à Louvain, eh bien, il n'y aura pas de mobilisation importante des étudiants francophones de Louvain en écho au mouvement de mai en France à ce moment-là.
Mais des assemblées, des débats, des réunions se multiplient pour tenter de comprendre cette actualité et de mesurer l'impact et les prolongements à Louvain des mises en question de l'université traditionnelle. Alors pendant le printemps et l'été, la réflexion se poursuit, le plus souvent à partir d'initiatives spontanées. L'activité se déroule dans des groupes relativement restreints. Certaines initiatives sont plus structurées, notamment associant des chercheurs et des jeunes professeurs autour d'idées de réforme de l'enseignement. Mais il est cependant manifeste qu'émergent partout d'importantes mais imprécises aspirations au changement. La rentrée universitaire en octobre est clairement marquée par les événements de mai. Certaines questions apparaissent qui appellent une réponse, par exemple l'autoritarisme ou l'attitude autoritaire de certains professeurs, mise en cause par les étudiants, les chercheurs qui revendiquent une présence dans les instances de décision, comme les étudiants d'ailleurs, et des chercheurs qui globalement demandent plus d'autonomie dans l'organisation de leur travail. Et les responsables de ce qui est encore la section française de l'Université de Louvain prennent conscience de ces remises en question et au-delà du déménagement organisé, ils se rendent compte que se pose aussi et peut-être surtout la question des orientations à donner à l'université dont on pressent qu'elle doit profondément changer. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Université de Louvain est très diversement modernisée, disons, pour employer ce concept. Le secteur des sciences exactes, comme la médecine, est beaucoup plus avancé que les sciences humaines. La recherche y est mieux soutenue, la professionnalisation scientifique plus marquée et mieux encadrée. En outre, ce sont les sciences humaines ou sociales qui subissent de front l'impact massif de l'afflux des étudiants. Les stratégies d'accueil font défaut, les dispositifs d'encadrement sont faibles et les objectifs de formation relativement obscurs. Et ce contexte est évidemment propice à la multiplication des blocages et des frustrations. Ce qui veut dire que sous l'influence du climat très particulier des derniers mois, toute situation qui comporte une charge conflictuelle débouche sur des débats et des discussions. Et dans les facultés ou dans les instituts, des échanges informels se multiplient, des commissions de contact se créent, parfois elles revêtent un caractère plus institutionnel, ainsi des réformes tripartites de programmes associant professeurs, assistants et étudiants vont se multiplier dans certaines facultés. La difficulté est cependant souvent de trouver des objets concrets sur lesquels travailler. Dans certains cas, mais ce n'est pas qu'à Louvain, on observe ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de participation sauvage au conseil de faculté ou aux délibérations aux divers niveaux de l'université, qui ont souvent une portée beaucoup plus symbolique que pratique. À Louvain, donc, le choc du transfert annoncé et mis en œuvre n'élimine pas la nécessité d'ouvrir la discussion sur une réforme des politiques et des programmes de travail de l'université. Et les autorités nouvelles de la section française vont donc tenter de reprendre la main, de recentrer les débats et d'organiser une discussion sur les questions générales auxquelles est confrontée l'université qui prend son autonomie. Et cette négociation s'organisera sur deux axes. La modernisation, autrement dit, la mise en œuvre d'une politique renouvelée de l'enseignement et de la recherche, et on insiste d'ailleurs beaucoup plus sur la dimension enseignement, et une définition de structure de gouvernement renouvelée. Alors dès le mois de juillet, dès la mi-juillet 68, on va créer une commission, le groupe de programmation académique, GPA, composé de 8 professeurs, 3 chercheurs et 3 étudiants, ultérieurement rejoints par 2 membres du personnel administratif, avec une double mission. D'une part, mettre au point un calendrier de transfert à Ottignies, et surtout d'ouvrir la réflexion sur les problèmes universitaires de l'heure et proposer des réformes destinées à moderniser, à transformer le gouvernement et les structures de l'université. Alors dès le départ, cette procédure est critiquée par certains qui voient dans le GPA une tentative d'étouffement de la contestation, mais pour d'autres, le GPA est l'occasion d'un travail intense de réflexion sur l'université, son organisation et ses orientations. Et de fait, comme on va le voir, ce travail a été fort important. Le GPA est donc installé le 13 juillet 68. Il s'organise en 5 sous-groupes, organisés sur diverses matières. Les sous-groupes sont ouverts, les groupes de travail sont ouverts aux personnes intéressées. Et on observe assez vite que si toutes les parties
s'impliquent activement dans le travail. Ce travail n'est pas facile, notamment pour les enseignants qui doivent accepter, les professeurs ou les représentants des professeurs, qui doivent accepter d'être contredits et parfois vivement par les étudiants. En novembre, néanmoins, le GPA parvient à publier un premier document comportant nombre de propositions, idées et schémas d'organisation. Alors, ce document est soumis à la consultation, recueille une grande quantité de propositions, amendements, contre-propositions, et se transformera en un volumineux volume de 456 pages. Et enfin, on met au point de nouveau des groupes de travail destinés à travailler ce matériel. Et 7 mois après son lancement, en mars 69, le GPA publiera un rapport contenant une série de propositions détaillées et précises sur l'organisation de l'université. Alors, pour passer du rapport à la décision, il est décidé qu'une assemblée représentative baptisée constituante transformera ou traduirait ce rapport en un texte réglementaire qui serait soumis au vote de la communauté universitaire. Alors, cette assemblée constituante est composée de 45 personnes, je n'entre pas dans le détail, mais chaque composante de l'université est représentée sur une base égalitaire, et on y ajoute des personnalités extérieures. Mais il est acquis que pour avoir force de loi, cette constitution devra obtenir la majorité des suffrages dans 4 catégories de l'université quand ce projet sera soumis à la consultation. Et effectivement, c'est en janvier 71 que le projet de constitution est proposé à l'université. Il porte sur les structures et sur le gouvernement de l'université. Et en fait, c'est un projet très innovant. Très innovant dans la mesure où, très rapidement, les facultés disparaissent au profit d'une double structure composée de départements d'une part et d'écoles d'autre part, un peu sur le modèle d'université américaine. Les départements sont les lieux où s'organise la recherche et les écoles sont en charge de l'enseignement. Les départements fournissent des enseignants à 4 collèges de premier cycle, organisés selon les grandes disciplines, les grands groupes de matières, et 14 écoles de second cycle, ce qui est l'équivalent des masters aujourd'hui, si l'on veut, les licences à l'époque. De la même manière, l'université est organisée, enfin plutôt est gérée par 5 grandes commissions, une par grand groupe d'études, chacune de ces commissions disposant de son législatif, qui élabore les politiques, et de son exécutif chargé de les mettre en œuvre. Donc c'est une université relativement décentralisée, si l'on veut, de ce point de vue-là. Enfin, le pouvoir organisateur disparaît et un conseil d'administration fort, composé d'étudiants, de professeurs, etc., est proposé. C'est le conseil d'administration qui nomme le recteur et celui-ci préside un comité exécutif en charge de la gestion de l'ensemble. Alors ce projet est soumis au vote des membres de l'université le 31 mars 1971. Il obtiendra la majorité des suffrages chez les scientifiques, les étudiants et les membres du personnel administratif, mais il sera rejeté par une majorité de professeurs, une majorité importante de professeurs, par 375 voix contre 95 à l'époque. Les propositions de réforme ne pourront donc pas être mises en œuvre. Alors cet échec sera vivement regretté par les étudiants et par les scientifiques, et l'attitude en réalité des professeurs s'explique en grande partie par leur sentiment d'avoir été progressivement mis en minorité lors des travaux de la constituante, et ce qui s'acceptait volens nolens dans le sillage, dans la foulée des événements de mai 68, ne se supportait plus avec le recul. Mais il faut noter qu'à l'occasion dans ce contexte particulier, d'une manière plus générale, le corps académique à Louvain a perdu de son autorité politique dans ces circonstances. Alors, pour ce qui concerne les étudiants, on l'a vu plus haut, si les étudiants flamands de Louvain se sont fortement mobilisés en 68, à la fois sur des objectifs de déménagement de la section française, mais plus largement aussi de démocratisation de leur université, les étudiants francophones, eux, sont restés relativement calmes malgré l'existence d'un mouvement étudiant fort, bien structuré et radical sur quelques points, comme on le verra par la suite. Par contre, de multiples débats, je l'ai dit, ont été organisés sur ces événements. Et ce qu'il faut surtout retenir de ceci, c'est que la participation des étudiants, et plus particulièrement la participation des étudiants aux travaux du GPA,
et aux multiples réflexions engagées dans les facultés sur ces questions, sera sensiblement marqué par la culture anti-autoritaire révélée par les événements parisiens. Le rapport à l'autorité a largement basculé, comme l'ont démontré aussi bien la négociation autour des travaux du GPA que les multiples débats sur la pédagogie qui marqueront le début des années 70. Et ce rapport nouveau à l'autorité s'illustrera avec force en décembre 1970, lors de la grève autour de la question des étudiants étrangers, qui mobilisera les étudiants et plus largement l'université contre les projets du ministre de la Justice de l'époque, M. Franks, projet relatif aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étudiants étrangers en Belgique. C'était un événement très important dans la vie de l'université. Je n'ai pas le temps de le développer ici, on pourra en parler éventuellement à un autre moment. Mais un conflit, pardon, tu le feras, un conflit qui a été conduit de part en part par des étudiants qui ont recherché des relais dans d'autres sphères de la société, notamment dans le monde syndical. Ils n'ont trouvé qu'une audience relative du côté de la FGTB de Bruxelles-Vilvoorde, les autres organisations se cantonnant dans un attentisme prudent, alors que les étudiants, je suppose que tu en parleras, expliquaient qu'à leur sens, la question des étudiants étrangers préfigurerait des problèmes du côté des travailleurs étrangers plus globalement. C'était une grève à un contenu politique, surtout un contenu éthique extrêmement important, qui s'est terminé par un échec qui était difficilement digéré par les étudiants, mais qui restera très lourd de références et de symboles, si vous voulez. Alors, je vais faire une synthèse de tout ceci, si vous voulez bien. En 1968, il est clair qu'à Louvain, la question majeure est la question du déménagement. Ce qui s'y joue est clairement, pendant un temps, la survie de l'université. Alors, le départ de Louvain, sans doute, était un arrachement pour un certain nombre, parce que seule une minorité de professeurs estimait à l'époque que l'établissement de l'université en Wallonie et à Bruxelles était une bonne chose. Alors je pense qu'il serait exagéré de dire que le transfert à Louvain-la-Neuve et à Woluwe a été l'occasion d'une mise à plat et d'une restructuration globale et rapide de l'université. Mais il a certainement été un facteur facilitant le processus de réforme qui s'est amorcé à cette occasion et s'est poursuivi dans le temps. J'ajouterai qu'un autre facteur qui a fortement facilité le processus a été le rajeunissement ultérieur des cadres de l'université, notamment des profs, parce que les lois de financement de 70-71 ont amené dans les universités un certain nombre de ressources nouvelles, et ceci même si elles n'ont pas eu tous les effets attendus, à la suite de la crise pétrolière de 74 notamment, qui a bloqué ce financement. Elles ont néanmoins amené d'importantes ressources nouvelles qui ont permis le recrutement d'une génération d'enseignants plus ouverts, disons, aux innovations de toute nature. Alors, de manière générale, on retiendra 5 enseignements de l'épisode de 68 et des années qui suivirent à Louvain. Tout d'abord, une partie du corps académique a mal vécu ces transformations et ces changements. Pour certains, le transfert a été une sorte de dépossession. Et l'épisode de la Constituante a montré que les professeurs n'avaient plus le monopole de l'autorité dans l'université. C'est très probablement pour cette raison qu'une forte majorité s'était dégagée en opposition à ce projet. Alors pour retrouver le poids perdu, des professeurs créèrent en 1969 une association, l'association du corps académique, dont l'objectif était d'organiser leur représentation dans les structures de l'université et de défendre leurs intérêts. Alors l'association du corps académique va assez rapidement, on n'entre pas volontairement dans l'association du corps. Vous êtes prof, vous êtes automatiquement membre de l'association. L'association va assez rapidement cristalliser 2 tendances, si l'on veut. D'une part, ceux qui se considèrent comme les dépositaires de la légitimité de l'UCL, ce qui est devenu l'UCL, parce que UCL-KUL, ça date de ce moment-là, ça date de la séparation en 70, et d'autres qui sont plus soucieux d'intérêts professionnels. Et selon les conjonctures, le CORA, donc l'association du corps académique, a joué le registre de la proposition, mais aussi et parfois d'une façon très énergique de la contestation. C'est ainsi qu'en diverses occasions, l'association du corps académique a difficilement accepté que le recteur ne soit plus le personnage qui représentait en priorité la vision des professeurs.
Et entre parenthèses, c'est là, alors beaucoup plus tard, donc dans les années récentes, ce qui était l'enjeu de la modification du système de désignation du recteur, notamment à travers aujourd'hui un vote dans lequel interviennent les diverses catégories de l'université sous une variété de pondérations, en ce compris étudiants, personnel administratif, etc. Deuxième élément, deuxième point de conclusion ou de synthèse, si vous voulez, la séparation des deux sections de l'université de Louvain sera consacrée par la loi du 28 mai 70 et le transfert de la section française. Alors ce processus s'accompagne également d'une modification du pouvoir. Le pouvoir organisateur des évêques a perdu son autorité, même symbolique, puisqu'il ne s'est plus avéré capable d'assurer l'intégration de l'université traditionnelle. Alors d'autres acteurs apparaissent, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université, qui vont rendre politiquement possible l'opération de transfert. Ils seront le noyau du nouveau conseil d'administration, qui aura le véritable pouvoir sur les questions du déménagement des budgets et des finances de l'université. Alors ce pouvoir du conseil d'administration va se doubler de l'émergence de l'autorité du conseil académique et des facultés qu'il représente via les doyens sur les questions proprement académiques. À l'inverse du conseil académique, le conseil d'administration, à cette époque, n'est pas ouvert à la participation des diverses composantes de l'université. Ça changera à partir de 2005, ça se transformera considérablement. Troisième élément, qui est probablement le plus important, me semble-t-il, les idées ou les propositions promues par le GPA ne seront pas acceptées en 71, mais elles reviendront plus tard. Et le programme de transformation, de réforme qu'il avait amorcé se réalisera progressivement. L'organisation de l'université en département sera décidée et réalisée en 1981. Les propositions relatives à une distinction radicale des structures de recherche et d'enseignement seront reformulées dans la seconde moitié des années 90 et seront à la base d'une très importante réforme qui les matérialisera en 2008, 40 ans après leur première formulation, en dépassant d'ailleurs les objectifs du GPA sur un certain nombre de points. Quatrième élément, le processus de modernisation de l'université entraînera le développement d'une administration importante. Une de ses composantes est chargée de l'organisation du transfert, mais au fil du temps, la croissance parfois désordonnée de l'administration la transformera néanmoins en une forme de technostructure qui va faciliter les processus de transformation de l'université, faciliter et accompagner les processus de transformation. Les attributions de l'administration concernent la matière classique, auxquelles s'ajouteront au fil du temps toute une série de compétences nouvelles. Et de nouveau, les académiques devront s'y adapter avec plus ou moins de bon gré. Et il faudra du temps pour comprendre que la gestion de l'institution est une responsabilité partagée et non plus un monopole. Enfin, un dernier point, acteur incontournable, les étudiants ont rapidement acquis un point important dans la vie de l'université. Dans un ancien numéro de la revue Louvain, consacré à mai 68, 40 ans après les événements, un ancien dirigeant du mouvement étudiant, ce n'est pas un des patrons d'écolo, parce que je ne sais pas si vous suivez un peu la biographie des présidents de l'AGL à Louvain, il y en a au moins 4 qui se retrouvent aujourd'hui, soit ministre, soit président de parti, etc., à écolo tous. Donc c'est pas un de ceux-là, c'est un autre. Quoi? Oh. Alors je le cite, il dit « C'est dans la durée que les changements sont intervenus. Avant 68, avec la création de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain, l'AGL, sous l'influence aussi du Free Speech Movement and Peace and Love des étudiants californiens, après 68 surtout, par les remises en cause de l'enseignement ex cathedra, la campagne « Nous sommes tous des étrangers », l'affirmation féministe et la libéralisation des mœurs à la faveur du transfert à Louvain-la-Neuve. Fin de citation. On pourrait dire autonomie culturelle, si vous voulez. Et de fait, si les organisations du mouvement étudiant ont des responsabilités directes dans la gestion du secteur social, budget social et activités de service, elles sont aussi des acteurs très importants de la vie culturelle et de l'animation de l'université sur les nouveaux sites. Alors, par leur implication attentive dans les diverses instances de l'université ou le lancement d'initiatives diverses, je pense au cours Métis par exemple, elles sont, en l'ignorant le plus souvent, mémoire,
dans la droite ligne de la créativité culturelle de mai 68. Alors, je terminerai par une question. L'UCL a-t-elle vraiment failli mourir en 1968? Je pense qu'en 1968, malgré quelques doutes, il se trouvait peu de monde pour penser que la section française de l'Université de Louvain disparaîtrait à l'occasion du transfert, mais beaucoup pensaient néanmoins que l'opération comportait de nombreux risques. Alors avec le recul, le succès des nouvelles implantations et le développement qui s'ensuivit de l'université est finalement dû à la conjonction d'une série de facteurs. Et parmi eux, j'en épinglerai trois. D'une part, un compromis politique rendu possible par la conjoncture de haute croissance qui a permis le financement du transfert, 17 milliards de fonds publics, c'est pas rien à l'époque. Deuxièmement, une mobilisation externe autour de l'idée de sauver et de maintenir l'existence de cette université, notamment à partir d'associations d'anciens de Louvain, d'amis d'université et autres partenaires d'ailleurs, dans le monde universitaire lui-même. Et aussi, in fine, une mobilisation interne autour de l'idée de jeunes anciennes universités qui se nourrissaient directement ou indirectement des intuitions ou des projets nés dans le sillage de mai 1968. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette expérience de 68 à Louvain.